Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. Fin hier à Lomé des sessions de formation initiées par la Caisse nationale de sécurité sociale et le Bureau international du travail à l'intention des chargés d'hygiène, de sécurité et environnement, des médecins d'entreprise ainsi que des responsables des ressources humaines. Il s'est agi pour les participants d'identifier et d'évaluer les facteurs de risque, puis de savoir hiérarchiser les risques et les mesures de prévention. Le think tank ou New Road, officiellement lancé jeudi dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est un groupe de réflexion de 24 experts, dont 3 Togolais, qui ambitionnent de changer de paradigme concernant les questions de financement des économies africaines. Les dirigeants européens ont signé hier l'engagement dit de Porto lors d'un sommet social. L'accord garantit les mécanismes permettant aux États membres d'atteindre les objectifs du pilier social européen au cours de la prochaine décennie. C'est un précieux pas vers la mise en œuvre d'une Europe plus solidaire. Parlons à présent promotion et protection des droits et dignité de l'enfant. C'est bien la mission du Bureau national catholique de l'enfance. Le BNCE Togo sensibilise sur la protection des enfants contre toute forme d'abus et de discrimination. Il fait surtout la promotion de la culture de la bientraitance. Monsieur Adje Juste Dometo, sociologue chargé de programme au Bureau national catholique de l'enfance, est notre invité ce samedi. Et puis, les échos du palais et la revue de presse sont également à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Les sessions de renforcement des capacités des entreprises en prévention des risques professionnels organisées par la Caisse nationale de sécurité sociale se sont achevées hier, initiées à la suite d'une évaluation menée par la CNSS et avec l'appui du BIT, du Bureau international du travail, au sein de plusieurs entreprises. Ces formations vont permettre aux acteurs de maîtriser les dispositions juridiques qui encadrent la mise en œuvre des mesures de sécurité et santé au travail. Marie-Claire Pagnou. Co-organisée avec le Bureau international du travail BIT, cette formation a pour objectif d'améliorer les connaissances des entreprises dans la prévention des risques professionnels. L'atelier est aussi destiné à la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Mawena Akitani, responsable de la division des risques professionnels à la CNSS. Il a été essentiellement question de renforcer les capacités de ces acteurs pour leur permettre de mettre en place en interne des dispositifs robustes, à savoir des comités de sécurité santé au travail qui pourront animer la gestion des questions liées justement à la sécurité santé au travail, leur apporter également des pistes pour pouvoir mettre en place un document unique d'évaluation des risques et enfin des clés pour animer des systèmes de sécurité santé au travail justement dans les lieux de travail. L'Institut national d'hygiène INH, la société Cons Security, l'entreprise Bolda Lomé sont entre autres entreprises qui ont pris part à cette formation. Quelques participants s'expriment. Je crois avoir connu déjà pas mal de choses, mais lorsque je suis venu, c'est comme je n'avais rien connu, c'est maintenant que j'ai vraiment appris. Surtout pour ce qui concerne la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail, vraiment c'est très important, c'est un enjeu capital. À la fin de cette formation, maintenant nous allons devoir parler avec nos employeurs pour pouvoir mettre en place les structures, notamment le comité de sécurité santé au travail. On préfère que cette formation aussi soit organisée à l'égard des employeurs aussi, pour qu'ils soient plus compréhensibles et qu'ils acceptent mieux les recommandations qu'on va leur faire. Sinon, il est vrai qu'on va repartir avec beaucoup de recommandations pour corriger beaucoup d'éléments sur le terrain. Mais il faut une réceptivité
de nos employeurs. Donc, on voudrait qu'ils nous aident dans cette sensibilisation afin que tout soit bien sur le terrain. Je travaille à Boluda Lomé. C'est une formation très enrichissante dans le sens où, par rapport à notre activité, il y avait beaucoup de non-conformités qui vont, avec cette formation, être appliquées. Par rapport aux risques, prévention et plan d'action aussi, ça a été une session qui est très, très enrichissante. Le psychologue du travail, Dr Kiliou Comblan, précise les mesures prises dans le cadre des risques professionnels. Selon le Code du travail, le document d'évaluation des risques est à rédiger par l'entreprise. C'est pourquoi les tests sont prévus des organes qui doivent être mis en place au sein des entreprises, qui vont conduire l'évaluation des risques et pouvoir rédiger ce document d'évaluation des risques qu'on appelle document unique d'évaluation des risques. C'est une obligation pour les entreprises, c'est elles qui doivent le faire, mais elles peuvent, en cas de nécessité, solliciter l'appui technique des institutions de l'État telles que l'inspection du travail, la CNSS, la Direction générale de la protection sociale ou l'inspection médicale du travail. D'autres formations sont prévues à l'intérieur du pays. D'éminentes personnalités, dont 3 Togolais, ont lancé jeudi dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un think tank dédié aux économies africaines. Le think tank, dénommé A New Road, ambitionne de changer de paradigme concernant les questions de financement des économies du continent et de proposer un cadre de réflexion sur le traitement et la structuration des dettes, particulièrement face à la crise sanitaire qui a durement éprouvé les économies africaines. Dans ces rangs, 24 experts et personnalités issus des sphères politiques, économiques et financières, parmi lesquels 3 Togolais, Madame Sandra Ablamba Johnson, ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, Kako Nubupo, économiste et commissaire à l'IOMOA, et Kosiedo Aminouvé, DG de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Un guichet unique pour renforcer la contribution de la diaspora. Le ministère chargé des Togolais de l'extérieur lancera officiellement le lundi 10 mai à Lomé le guichet de la diaspora togolaise. Cette initiative, dont le développement sera couplé avec celui du programme d'action pour le renforcement des contributions de la diaspora togolaise à la feuille de route quinquennale 2020-2025, doit contribuer au développement du pays. L'une de ces missions sera d'encourager les Togolais résidant à l'étranger à participer au développement économique et culturel du Togo et à promouvoir son rayonnement dans le monde. Le guichet devra également favoriser l'émergence de groupes d'investisseurs au sein de la communauté togolaise de l'extérieur et participer à la mobilisation des partenaires internationaux. L'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, a partagé cette semaine l'expérience togolaise lors de la conférence internationale sur le système ouest-africain de stockage de sécurité alimentaire. La rencontre organisée par la CEDEAO a été l'occasion pour le directeur de l'agence, Urokura Agadazi, de faire le point sur la situation régionale et de plancher sur les défis. Selon M. Agadazi, le Togo a très tôt opté pour la stabilisation des prix des produits agricoles. Le stock de sécurité alimentaire basé sur la stabilité des prix, poursuit-il, permet d'une part de satisfaire les besoins des populations et d'autre part d'assurer de meilleurs revenus aux petits producteurs. Dans les faits, l'ANSAT prédit d'abord le niveau de production agricole, jauge ensuite les quantités de récoltes qui seront mises à la disposition des consommateurs, puis entrevoit les exportations. À l'occasion, elle ouvre ses réserves soit pour couvrir d'éventuels besoins, soit pour desserrer les taux spéculatifs entretenus par certains commerçants. L'un des rituels en période de Ramadan est l'aumône obligatoire, la zakat al-fitr. C'est un don en espèces ou en matériel que tout fidèle musulman fait aux nécessiteux. Quel sens revêt ce deuxième pilier de l'islam? André Koufino, Geneviève Pugno.
Quelques jours avant la fin du jeûne de Ramadan qui consacre la grande fête, chaque croyant est appelé à accomplir son devoir. Il s'agit de verser une aumône obligatoire à Allah. C'est le temps de partage ou de l'offrande en nourriture ou en argent ou autre don personne dans le besoin. Par ces gestes, les fidèles musulmans entendent être pardonnés pour leurs péchés et réconciliés avec Allah. Sani Karim, imam de la mosquée de l'université de Lomé, vice-président de l'Union musulmane du Togo. L'aumône qui est le 4e pilier de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé l'aumône aux musulmans. Et je vous dirais que l'aumône, en quelque sorte, vous pouvez vous imaginer que c'est en même temps ce que nous pouvons appeler les impôts sur les revenus. Donc, l'aumône pour les musulmans, c'est de prendre le 1/40e de ses biens chaque année sur les biens imposables et qu'il doit destiner pour sortir certaines personnes de la pauvreté, de la situation de précarité. L'aumône considérée comme une aide ou un bien apporté par les musulmans est-elle destinée à toute personne? Imam Sani Karim nous éclaircit davantage. Tout musulman qui a la base imposable d'or, qui peut être équivalent aujourd'hui à 285 000 CFA à peu près, doit diviser cela en 40 et donner à ceux que Dieu a dit de donner. Cela a été révélé au prophète Mohammed, le monde qui veut dire Ruz min amwalihim sadaqatu tutahhirum. Il faut prélever de leurs biens, de leur argent, de l'aumône pour les purifier. Tous les croyants en islam ont un devoir de faire l'aumône s'ils en ont la possibilité et s'ils n'ont pas d'autres empêchements. Sani Karim, le vice-président de l'UMT, nous en parle. Il est dommage aujourd'hui avec le temps que nous courons, le temps de la course vers la richesse et le pouvoir. Beaucoup de gens ont négligé cet aspect de l'islam parce qu'ils vivent au-delà de leurs possibilités. Les gens sont endettés et il n'arrive plus à être dans la mesure de faire son devoir de zakat. Le temps que nous vivons, vous pouvez voir quelqu'un avec une belle voiture, une belle maison, mais il est endetté. Il a fait les prêts à la banque. Si aujourd'hui il mourait, en tant que musulman, on n'enterre pas un mort étant endetté, il doit rembourser sa dette. Il devient pauvre pour recevoir. Bonne suite du jeûne du Ramadan à tous et à toutes. Merci à toi Geneviève Pognon. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social porte à la connaissance des candidats au concours de recrutement des fonctionnaires pour le compte du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural la session du 3 mai 2019 qu'ils peuvent consulter la liste des candidats déclarés admis sur le site du ministère www.fonctionpublique.gouv.tg et dans les lieux suivants: à Lomé, ministère chargé de la fonction publique, ministère chargé de l'agriculture à l'intérieur du pays, direction régionale du travail et des lois sociales de Tivier, Atakwame, Sokodé, Kara et Dapon. Et puis, voici les chiffres du Covid-19 au Togo depuis hier, 7 mai 2021. 16 des 986 personnes testées hier sont positives. Elles portent le nombre total de cas positifs à 13 106. 72 guéris ont par ailleurs été enregistrés, portant le nombre total de patients guéris de Covid-19 à 11 580. Le nombre total de décès reste inchangé à 124. Le nombre de cas actifs est de 1402. À ce jour, un total de 316 098 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. La situation se dégrade au Tchad depuis ce matin. Des violences ont éclaté ce samedi en plusieurs points de N'Djamena, la capitale. Des sources évoquent des blessés, des tirs à balles réelles et plusieurs arrestations également. Tout cela alors que la coalition citoyenne Wakit Tama avait prévu des rassemblements finalement tolérés in extremis contre des autorités de transition jugées illégitimes.
Les dirigeants européens réunis autour du Premier ministre portugais à Porto ont adopté une déclaration d'engagement. Elle fixe des objectifs que doivent réaliser les Européens pour prendre davantage en compte les questions sociales au cours des prochaines années. Des questions en lien avec l'égalité salariale, l'emploi ou la formation. Les 27 espèrent que cela permettra de sortir au mieux de la crise du Covid-19. Charlotte Ahar. Le contenu du document est sans embûche. Il indique que face au chômage et à l'accroissement des inégalités dues à la pandémie, il est important de canaliser les ressources là où elles sont les plus nécessaires. L'intention est de renforcer les économies et de concentrer les efforts politiques sur l'égalité des chances, la création d'emplois, l'esprit d'entreprise et la réduction de la pauvreté et de l'exclusion. En clair, il vise à mobiliser les ressources financières nécessaires aux investissements et aux réformes pour résoudre la crise économique et sociale en renforçant la compétitivité sur la base d'une croissance durable avec des emplois et de la justice sociale. Les points clés comprennent les politiques publiques qui valorisent les valeurs technologiques et numériques dans les petites et moyennes entreprises, la poursuite de l'égalité des sexes et la protection des enfants en danger de pauvreté, les personnes âgées, les personnes handicapées, les migrants, les sans-abri ou appartenant à des groupes minoritaires qui devraient être la cible de la lutte contre la discrimination. L'engagement social de Porto a été signé par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le premier ministre portugais Antonio Costa, le président du Parlement européen David Sassoli et des représentants des acteurs sociaux. Le sommet a défini le plan d'action du pilier européen des droits sociaux avec 3 objectifs majeurs pour 2030, avoir 78% de la population employée, 60% des travailleurs ayant une formation professionnelle et sortir 15 millions de personnes de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Parlons protection de l'enfance. Le Bureau national catholique de l'enfance, BNCE, est une association de protection des droits de l'enfant qui agit dans près de 30 pays dans le monde. En 2020, des enfants victimes de violences, des enfants en situation de handicap, des enfants travailleurs, des enfants éloignés de l'école, des enfants victimes de conflits armés, des enfants en conflit avec la loi, etc. ont bénéficié de l'accompagnement du BNCE. On le voit, l'intérêt supérieur de l'enfant est au cœur de l'engagement de l'association qui vise le renforcement des capacités des différentes parties prenantes afin de les amener à construire à partir de leurs ressources propres et à acquérir la maîtrise de leur avenir. Que fait-on au BNCE? Comment vivent ces enfants? Ont-ils un jour un avenir? Nous sommes dans ce studio avec M. Adje Juste Dometo. Il est sociologue chargé de programme au BNCE Togo pour nous en parler. Monsieur Adje Justin Dometo, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous, Monsieur Adje, qu'est-ce que le BNCE Togo et quels en sont les objectifs? Oui, merci beaucoup. Le BNCE Togo, c'est le Bureau national catholique de l'enfance du Togo. Parce qu'il y a des BNCE dans d'autres pays également. Le Mali, la RDC, et le Mali, la RDC également et le Togo. Bon, et le BNCE Togo est né en 2012, descend du BICE, qui est l'international. À la suite d'un processus d'autonomisation, le BNCE Togo est né. Donc les objectifs, c'est de promouvoir au Togo la dignité et les droits de l'enfant. Donc c'est de contribuer au renforcement d'un environnement protecteur pour les enfants, de sorte qu'ils aient la sécurité, l'affection et tout. Donc l'objet, c'est la croissance intégrale de l'enfant. Donc nous travaillons au développement de l'enfant en faisant attention. Ce développement se fait dans une perspective chrétienne, puisque le BNCE Togo est une association d'obédience chrétienne catholique. Donc nous travaillons en faisant référence à nos valeurs chrétiennes qui nous sont vraiment chères. Oui. Donc, dites-moi, est-ce que c'est juste
les enfants d'obédience catholique qui sont vos partenaires ou bien c'est tous les enfants en souffrance? Donc, nous prenons en charge tous les enfants, mais nous défendons les valeurs propres de l'Église catholique. Donc, on travaille avec tous les enfants et aussi nous avons des employés de tous les bords. Donc, bien sûr, Togo, c'est la laïcité. Donc, il y a les musulmans qui travaillent avec nous. Tous ceux qui ont la compétence pour travailler en faveur de l'enfant sont les bienvenus au bien sûr Togo. Donc, nous respectons nos valeurs sans l'imposer aux autres. Voilà. Donc, alors, chaque enfant est un objet, est un sujet, j'allais dire. Chaque enfant, donc, est un sujet de droit et possède ses capacités internes pour surmonter toute difficulté. Alors, comment doit-on comprendre cette idée? Oui, donc, comment comprendre cette idée? Je dirais que, par le passé, nous considérons l'enfant comme un objet et pour qui on doit tout faire. Mais dans la vision actuelle, on pense que au-delà de ça, l'enfant aussi est un être à part entière. Même s'il est vulnérable, il a des insuffisances, il a quand même une expression. Et il faut respecter cette expression. Donc, ce n'est pas tout qu'on doit faire à la place de l'enfant, mais il faut aussi associer l'enfant à tout ce qui le concerne. Donc, c'est cette ouverture-là que nous venons faire à l'enfant. Donc, il n'est pas là pour qu'on fasse tout en son lieu et place, mais aussi qu'on l'associe à toutes les décisions, à toutes les actions qu'on doit mener en sa faveur. Parce que l'enfant a également des capacités. Ce n'est pas ce que l'enfant fait qui est mauvais. Il arrive des fois aussi, l'enfant dit de bonnes choses, fait de bonnes choses. Donc, si l'enfant propose de bonnes choses, il faut l'aider quand même et à s'épanouir dans la vie en tenant compte aussi de ses capacités, de ses propositions aussi. Voilà. Alors, plusieurs activités étaient au programme en 2020, notamment la sensibilisation. Quel bilan faites-vous de l'année écoulée? Ok, et nous avons beaucoup d'activités, puisque au bien-être Togo, nous avons 2 programmes. Donc, un programme qui s'occupe des enfants en conflit avec la loi, comme vous venez de le dire, et un programme qui s'occupe de la maltraitance. Maintenant, si nous prenons le programme Enfants en conflit avec la loi, nous avons plusieurs sphères d'activité. Et la première série, cela a trait au renforcement du cadre institutionnel et légal de protection de l'enfant. Donc, ces activités de formation et d'élaboration d'outils de travail en faveur des enfants. Donc, pour concernant l'année écoulée, nous avons eu à produire des affiches de justice juvénile que nous avons distribuées dans les unités de police de gendarmerie et également dans les tribunaux. Donc, certaines personnes privées aussi en ont eu, comme cela les a intéressés. Bon, nous avons également contribué aux côtés des acteurs de l'État, puisque nous œuvrons aux côtés d'autres acteurs, notamment l'UNICEF, pour renforcer un peu ce cadre. Donc, nous avons contribué à ce que des directives de Nations Unies de justice pour mineurs ont été élaborées et produits, distribués aux acteurs. Nous avons également contribué à la révision du Code de l'enfant en cours qui n'est pas encore terminé. Bon, en dehors de ça, il y a des actions directes sur le terrain en faveur des enfants. Par rapport à ça, nous faisons des visites d'observation, monitoring des lieux de détention. Bon, chaque mois, nous faisons le tour des prisons pour voir comment les enfants sont détenus particulièrement et voir dans quelle mesure apportent nos contributions à ce que cette condition soit améliorée sur le plan de la santé, hygiène environnementale, corporelle et autres. Sur le plan alimentaire également, nous apportons des appuis et des appuis médicaux également, des dons de médicaments des fois, ou bien la prise en charge des soins des enfants qui sont éventuellement malades si l'État n'a pas les moyens, puisque nous sommes des partenaires. Il y a également l'assistance juridique que nous faisons aux enfants. Et en quoi consiste l'assistance juridique là? C'est d'intervenir auprès des unités de police de gendarmerie pour arrêter le cas des enfants, puisque l'objectif du bien-être Togo est de réduire, d'éviter si possible le flux systématique des enfants dans les prisons. Donc si c'est possible d'arrêter l'affaire au niveau de la police, on le fait. On rassemble les victimes, les parents, et s'il y a réglé, on règle et l'enfant retourne chez lui. Et on fait son suivi pour qu'il n'y ait pas de récidive. Donc, il y a également d'autres actions que nous faisons. Il y a la formation des parents que nous faisons
il y a des ateliers de parentalité positive que nous faisons aux parents pour les renforcer leur capacité éducative pour bien assumer leur rôle de parents vis-à-vis de leurs enfants. Bon, il y a également, je ne vais pas tout dire puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, et il y a également les actions de sensibilisation. Nous sommes sur les antennes pour parler des droits de l'enfant et aussi renforcer les capacités des acteurs par rapport à ça. Maintenant, concernant l'autre programme, donc c'est la petite enfance qui est développée. Il y a également les actions de lutte contre l'exploitation sexuelle des jeunes filles. Bon, par les écoutes, entretiens, réinsertion professionnelle et autres. Donc, il y a également les mères qui sont pris en compte. Il y a des causeries éducatives à leur encontre et également des renforcements, des formations en AGR pour les outiller à prendre en charge leurs enfants. Bon, je pourrais m'arrêter pour nous. Oui, bon, on parle d'enfants. Vous pouvez situer la tranche d'âge, c'est de quel âge à quel âge par exemple? Bon, pour le BNCE Togo, nous travaillons, c'est le code de l'enfant et la CDE qui constituent nos études de référence. Et selon ces deux documents, l'enfant, c'est tout être humain âgé de moins de 18 ans. Donc, c'est de 0 à 18 ans, notre cible. Maintenant, si on commence le travail avec l'enfant avant 18 ans, mais si on n'a pas terminé, donc on est obligé d'aller au-delà. Par exemple, on a pris un enfant à 18 ans moins un jour. Maintenant, il faut que, si l'enfant apprend un métier qui fait 4 ans, donc il faut que l'enfant finisse son métier avant qu'on le laisse. Donc ça fait 23 ans. Donc c'est ça. Alors, vous qui êtes si proche des enfants abandonnés, que vivent-ils exactement loin de leurs parents? Bon, loin de leurs enfants, les enfants vivent beaucoup de réalités. Et d'abord, par le temps de la Covid-19, c'est la solitude, puisque parmi les mesures éditées par le gouvernement pour lutter contre cette maladie, c'est la limitation des contacts physiques. Ça fait qu'il n'y a plus pratiquement de visite des parents. Donc les proches ne les visitent plus. Et aussi les partenaires des prisons n'ont plus accès pour faire des activités en leur faveur. Ça fait qu'il y avait des activités qui se faisaient, qui divertissaient les enfants aussi et qui leur permettaient d'avoir des contacts. Ces activités, nous ne l'avons plus. Bon, on ne sait pas jusqu'à ça, la Covid-19 va terminer. Maintenant, il y a également les conditions de détention qui ne sont pas ce que ça doit être. Donc, les enfants sont sujets à des violences physiques, psychologiques, vis-à-vis surtout de la part des adultes, puisque dans beaucoup de prisons, ça va continuer d'être mélangé avec les adultes. Il y a des prisons où il y a des quartiers pour les mineurs, mais il y en a d'autres où c'est le contraire, où les enfants sont avec les adultes et les adultes exercent leur brimade pour les enfants. Et souvent, la cause de ces violences, c'est souvent la promiscuité, le manque de liberté et la faim surtout, parce que quand on a faim, on devient sans le vouloir des loups. Donc, il y a les questions alimentaires qui sont un peu difficiles ici. Je l'avais dit, sur le plan médical aussi, l'État ne met pas assez de moyens parce qu'il n'y a pas encore. Donc, c'est la société civile qui apporte un peu de souffle aussi, et en ce sens. Sur le plan alimentaire aussi, je venais de le dire, on complète un peu ce que l'État donne pour améliorer un peu la ration alimentaire des enfants là-bas. Maintenant, sur le plan des questions de couchage, la surpopulation carcérale n'est rien de caché pour personne. Donc, se coucher même, c'est un problème. Donc, maintenant, pour les enfants, c'est un peu réduit, parce que, étant des êtres vulnérables, on essaie quand même de faire l'effort pour améliorer un peu leurs conditions de vie dans ces milieux-là. Donc, je pense que c'est en gros, pour ne pas aller trop dans les détails, compte tenu du temps. Oui, voilà. Alors, Monsieur Adje Juste Domito, sociologue chargé de programme au Bureau national catholique de l'enfance BNCE Togo. Alors, le projet Enfance sans barreaux, où est-ce que vous en êtes? Bon, nous sommes pratiquement à la fin du projet. C'est en septembre que le projet doit normalement prendre fin. Mais nous pouvons dire que de façon globale, c'est le bilan satisfaisant, puisque le nombre d'enfants à toucher, c'est 400. Mais nous avons largement dépassé ce chiffre. Nous avoisinons déjà 600. Or, il y a encore quelques mois à faire. Maintenant, par rapport à l'impact, je venais de le dire, tous les enfants que nous avons réinsérés ne réussissent pas forcément, mais le taux de réussite est de plus de 80%.
Donc si on amène des enfants en famille, plus de 80% des enfants ne récidivent plus. Ce qui fait que on peut dire que il y a un peu de satisfaction. Maintenant, pour ce qui concerne l'impact même, je l'avais dit que notre action a contribué à l'amélioration un peu du cadre légal et réglementaire. Le code de l'enfant est en révision. Il y a les directives pour le travail des acteurs de la justice pour que le travail soit amélioré. Il y a également la construction d'une nouvelle brigade pour mineurs que nous appelons Centre de l'accès au droit et la justice pour les enfants. Le nom aussi a changé, que la vision aussi a changé. Bon. Et le plaidoyer pour l'amélioration des conditions de détention des enfants continue. Je pense qu'avec cette construction, progressivement, on va chercher des moyens pour améliorer un peu les autres centres de détention aussi, particulièrement par rapport aux enfants. Ce qu'il y a le de faire pour améliorer, on le fera. Maintenant, il y a également d'autres actions que nous avons prévues dans ce projet, c'est de créer une synergie d'action entre les partenaires, ceux qui interviennent en faveur pour plus d'efficacité. Il y a beaucoup de gaspillage et du fait que nous ne sommes pas organisés autour de ce travail. Donc le BNCE veut faire l'effort pour fédérer les énergies afin que nous soyons plus efficaces sur le terrain, que le peu de moyens que nous avons soient mutualisés pour que l'enfant puisse vraiment mieux bénéficier de nos interventions sur le terrain. Oui, et Monsieur Adjé, est-ce que, en plus de toutes ces activités que vous venez de citer, y a-t-il d'autres projets pour cette année? Bon, nous avons beaucoup de perspectives parce qu'il y a des activités qui ne sont pas encore terminées. Et je parlais d'élaboration d'outils. Nous avons beaucoup d'outils qui sont en production actuellement et qui seront lancés, si tout se passe bien, le 17 juin, dans le cadre de la journée de l'enfant africain. Bon, il y a des guides que nous sommes en train d'élaborer, parce que nous avons élaboré des guides dans le temps. Il y a un qui est devenu directive nationale, parce qu'on a travaillé un peu nos guides pour que ça devienne directive. Maintenant, ces guides sont destinés aux acteurs sur le terrain, aux professionnels. Maintenant, il n'y a rien pour guider les justifiables eux-mêmes, qui sont les enfants et les parents. Donc, nous avons développé quelques outils, quelques modules qui vont les aider un peu à savoir comment faire pour ne pas tomber dans les mains de la justice, ou bien si on est tombé dedans, quoi faire pour pouvoir retrouver sa place au sein de la société. Donc, les deux documents sont en train d'être produits. Si tout se passe bien, d'ici la fin de ce mois, ça va finir. Il y a également d'autres outils qui sont en train d'être développés, notamment des vidéos de sensibilisation sur les concepts relatifs à la justice juvénile, notamment la justice réparatrice, qui est la perspective dans laquelle travaille le BNCE Togo également actuellement. Il y a également des posters numériques qui sont en vue pour pouvoir toucher les jeunes, à diffuser sur les médias pour intéresser un peu les enfants à la thématique de la justice juvénile. Alors, les difficultés, vous en rencontrez, n'est-ce pas? Bon, il y a également d'autres choses que nous sommes en train de faire aussi, et sur le plan stratégique. Et on veut travailler également par rapport aux parents surtout. Parce que nous avons remarqué que la pauvreté aussi est l'un des facteurs qui entraîne les enfants à entrer en conflit avec la loi. Donc on veut renforcer la formation sur le plan technique. Ça a commencé maintenant. Sur le plan économique aussi, on veut autonomiser un peu les enfants et les parents aussi pour les amener également à prendre en charge convenablement leurs enfants, à leur donner les moyens. Donc il y aura des formations en AGR dans les prochains mois. À partir de ce mois jusqu'au mois de juillet, les formations vont se dérouler et on mettra également, disons, des moyens pour commencer quelque chose. Avec des suivis également pour que le fonds de commerce ne devienne pas des fonds pour faire les funérailles ou bien pour aller manger des bonbons au bord de la route. Donc il y a également des actions qui vont également dans le sens de la responsabilité des parents pour pouvoir participer également au suivi de leurs enfants, parce que pour le moment c'est d'autres personnes qui vont aller à l'école pour voir si l'enfant est régulier, s'il travaille bien. À l'atelier aussi, si l'enfant est assidu. On veut maintenant amener les parents aussi à jouer aussi ce rôle. On ne va pas se mettre derrière, mais il faut que aussi ils commencent pour que
au cas où on ne sera pas là, pour que l'enfant ne soit pas là et que c'est à la fin de l'année qu'on va constater l'échec. Et par rapport aux difficultés. Oui, parlez-nous-en. J'ai commencé également par en parler. Il y a la Covid qui nous empêche d'évoluer normalement. Il y a également la collaboration avec les parents qui est difficile. Donc, ils ne respectent pas, n'assument pas leurs responsabilités comme cela se doit. Ce qui fait que les actions ne sont pas efficaces sur le terrain. Et la création de la synergisation aussi n'est pas encore au point. Donc, la collaboration entre les acteurs doit également être améliorée pour que le travail puisse être efficace sur le terrain. Maintenant, et les principes de la justice réparative, je viens d'en parler, c'est l'aspect de travail maintenant. Beaucoup ne le comprennent pas. Les gens ont l'impression qu'on encourage les enfants à la délinquance, alors que ce n'est pas ça. L'enfant est un être vulnérable en développement. Donc, si l'enfant a ce comportement, c'est qu'il a des problèmes. Et ce qui est mieux à faire, c'est de rechercher la cause de ces problèmes-là et de trouver des solutions idoines. Donc, l'enfant en conflit avec la loi n'est pas perdu. Donc, c'est un enfant qui a beaucoup de chance. Et nous voulons effectivement lui donner cette chance-là, lui donner une seconde chance pour l'aider à retrouver sa place dans la société. Et bon, voilà, Monsieur Adjé, merci. Vous êtes sociologue chargé des programmes au BNC Togo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. En matière de drogue, les peines prévues dépendent de l'importance du trafic et du rôle joué par la personne arrêtée dans ce trafic. Et pour la loi, la définition du trafic de drogue dépasse le simple fait d'acheter et de revendre de la drogue. Ce terme vise à la fois la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la vente, l'achat et l'emploi illicite de stupéfiants. Ici, les personnes accusées de trafic de stupéfiants s'exposent à de lourdes peines de prison et d'amende. C'est sans doute le cas du nommé Ehiké, accusé de trafic international de drogue à haut risque. Il écope de 10 ans de réclusion criminelle. Le récit est fait avec Hélène Assabi. Le nommé Ehiké, demeurant et domicilié au Nigeria, est un commerçant de friperies. Il achète les friperies au Togo et les revend au Nigeria. Au courant mois de novembre 2012, il s'est rendu à Aflao, Ghana, où il acheta 12 pains de cannabis d'un poids total de 12 kg qu'il dissimula dans une valise et embarqua à bord d'une voiture de transport en commun en direction du Nigeria. Au cours d'un contrôle de routine à la frontière de Sambikonji, la valise et son contenu illicite furent découverts, puis Ehiké fut interpellé. En enquête préliminaire comme à l'information, l'inculpé a reconnu les faits de trafic international de drogue à haut risque qui lui sont reprochés. Mais les renseignements recueillis à son sujet sont favorables. Selon le témoignage du sieur Sylvestre, un oncle de l'inculpé, ce dernier est décrit comme un homme sérieux et de très bonne moralité. Le rapport d'expertise mentale en date du 21 juillet 2013 révèle aussi un sujet qui ne présente aucune anomalie mentale ou psychique constituée. Même si les renseignements recueillis à son sujet lui sont favorables, il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Lomé à l'audience du 9 mars 2016. On se retrouve samedi prochain. La revue de presse pour clôturer ce magazine pluriel à la une des parutions cette semaine, la nomination d'un nouveau sélectionneur des éperviers du Togo en la personne de Paulo Duarte, la fête du travail le 1er mai qui symbolise un nouveau départ pour le gouvernement et ses partenaires sociaux, et puis la célébration de la journée mondiale de la liberté de presse. Léontine Antogima.
2 plaintes, 3 audiences et 6 séances de conciliation sur des plaintes ou autosaisines. Voilà entre autres points relevés par l'Observatoire togolais des médias dans son rapport annuel sur l'état de la presse au Togo, notre chronique de la semaine. La Nouvelle Tribune renchérit et souligne que le rapport aborde également les questions de confraternité et les difficultés liées à l'exercice de la profession au Togo. Pour le triangle des enjeux, la presse doit mériter sa respectabilité. L'apparition estime que l'écosystème médiatique traverse des zones de turbulence, ceci grâce à la conjugaison des actes et postures pour peu ou prou orthodoxes de chacun des membres de cette corporation. Entre avancées et défis, l'OTM invite au respect des règles professionnelles, écrit Vision d'Afrique. Un événement marque également la journée du 3 mai, premier anniversaire du quinquennat du chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé. Togo Matin révèle, le Parti Unir a célébré dans la foi l'an 1 de la prestation de serment du président de la République. À la une du forum de la semaine, on lit la présidente de l'Assemblée nationale qui confirme avoir participé à une célébration d'action de grâce pour la vie de Faure Gnassingbé. Dans cette foulée, Liberté rappelle à l'opposition de s'organiser d'ores et déjà pour 2025 après la célébration de l'an 1 du 4e mandat. D'une célébration à une autre, les travailleurs ont observé la journée du 1er mai. Fête du 1er mai, gouvernement, patronat et syndicats repartent sur de nouvelles bases, titre La Dépêche. Le Togo Matin aborde dans le même sens et révèle que, face au Covid-19, le gouvernement et ses partenaires sociaux unissent leurs énergies. Sport pour finir, bonne nouvelle pour les amoureux du football, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale est connu. Paulo Duarte est le nouvel entraîneur des éperviers, s'exclame Dunia Le Monde. Après des rumeurs sur les réseaux sociaux sur le choix de l'entraîneur, Togo Réveil confirme que le Portugais Paulo Duarte entraînera bel et bien les éperviers à partir du mois d'août. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal magazine de ce samedi 8 mai 2021. Merci de nous avoir suivis, merci de nous être restés fidèles. Prochain rendez-vous, retrouvez-nous samedi prochain.